Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nathan Ginger. Je suis doctorant en deuxième année au CIRAD et je vous propose d'explorer les résultats que nous avons obtenus donc, pour le premier axe de ma thèse. Donc, pour cette présentation qui s'intitule Influence de la température, des pratiques agricoles et du contexte paysager sur la dynamique d'infestation de Chilosaccharifagus, qui est donc un ravageur de la canne à sucre. Alors, juste un petit peu en préambule et donner quelques éléments de contexte sur le système d'études. Rappeler donc l'importance de la canne à sucre sur l'île de la Réunion, hein, qui représente une importante couverture spatiale, puisque c'est plus de 54% de la surface agricole utilisée. Également préciser que c'est un important bassin d'emploi et que c'est aussi également un paysage associé avec un ancrage historique et culturel fort et donc une filière d'importance aussi socio-économique avec un certain nombre d'externalités positives qu'on peut lui associer, telles que le maintien des sols et d'autres choses. Donc un système de culture et puis bien évidemment donc ces bioagresseurs et moi un arthropode qui est l'objet donc de toute mon attention là, pour ma thèse, qui est ma cible et qui est donc le papillon que vous apercevez en bas à gauche et donc qui s'appelle Chilosaccharifagus et on le surnomme d'ailleurs à juste titre le perse-canne et il constitue donc une des principales menaces biotiques pour la production cannière. D'ailleurs, vous pouvez apercevoir sur les photos une larve en pleine action en train de dévorer la tige de canne à sucre dans laquelle il s'est installé. Elle s'est installée. Donc, et bien évidemment, ce déprédateur, cet herbivore, qui est d'ailleurs un spécialiste de la canne à sucre, c'est un monophage. Donc, son intervention sur la canne va engendrer un stress physiologique qui va mener à d'importantes pertes de rendement via une perte de biomasse et de richesse en sucre. Donc, ce papillon et les dégâts qu'il commet représentent un enjeu donc, phytosanitaire à l'échelle de l'île de la Réunion. Donc, une fois avoir présenté donc, le système de manière un peu duale comme ça entre la canne et puis mon papillon, je vais préciser de manière assez simple donc, les grands enjeux et les questions donc, relatives à ma thèse. Donc tout simplement, on cherche à améliorer nos connaissances sur les effets des facteurs environnementaux et des pratiques agronomiques, donc qui sont la composante abiotique du système, mais aussi améliorer nos connaissances sur les effets donc, du cortège d'auxiliaires sur la dynamique d'infestation de Chilosaccharifagus. Et à droite, je vous ai mis un petit assortiment photographique donc, des prédateurs candidats à la régulation naturelle de Chilosaccharifagus, donc fourmis, punaises, araignées, et je les aime bien aussi, les opilions tout en bas à droite. Donc l'objectif de cette thèse, c'est, avec les enjeux associés, de tenter d'identifier des leviers agroécologiques qui favorisent la régulation naturelle, donc via la prédation de ces arthropodes, du papillon. Et donc aussi avec en ligne de mire l'idée d'aller réduire la dépendance aux intrants chimiques. Et donc pour ce faire, et pour la première partie de ma thèse, on a donc développé une approche inférentielle centrée sur les dégâts du foreur, avec pour idée de hiérarchiser, de quantifier donc, les variables explicatives que nous avons mobilisées et que j'expliquerai un petit peu plus tard. Donc, préciser aussi les choses en ce qui concerne le sampling design sur la base duquel nous avons été donc collecter des données. Vous avez percevé à gauche donc, notre site d'études qui se situe à Petite-Île, donc au sud de l'île de la Réunion. Et les points jaunes donc, représentent des stations d'échantillonnage et on voit qu'ils sont distribués donc, le long d'un gradient altitudinal de 100 mètres à environ 1000 mètres d'altitude. Et également un autre facteur donc, qui est maîtrisé dans la stratégie d'échantillonnage, c'est la diversité du couvert cultivé dans un buffer de 90 mètres. Et là, ces couches d'occupation extrêmement précises ont été le fruit d'enquêtes terrain. Alors, du coup, pour répondre aux questions et aux hypothèses associées qu'on se pose, nous avons donc construit une base de données avec tout un lot de variables explicatives. Je vais en faire l'inventaire assez rapidement. Donc, nous avons un dispositif de piégeage des arthropodes dans les parcelles de canne à sucre qui ont été sélectionnées. Échantillonnage, ma foi, assez intensif, puisqu'il y a une très très haute fréquence d'échantillonnage.
qui a été hebdomadaire et durant plus de 2 années. Donc je me sers de ça ensuite pour construire un index des abondances des prédateurs. Donc c'est censé résumer donc, la communauté des prédateurs généralistes. Également parce que nous avons des hypothèses relatives à l'effet du paysage sur la dynamique d'infestation. Nous avons mobilisé donc différentes métriques paysagères qui ont été calculées sur la base de plusieurs étendues spatiales. J'y reviendrai plus tard. Donc de 100 à 400 mètres, donc dans des buffers circulaires. Alors ensuite, nous avons également, c'est très important pour des organismes holométaboles, donc des organismes à sang froid, une variable météorologique qui intervient et qui est bio-8. Également aussi des paramètres, c'est important également, donc, et locaux à l'échelle de la parcelle, que sont donc les variables IFTH, l'indice de fréquence de traitement, également la distance entre les rangs de canne à sucre et aussi la fertilisation azotée. Alors je vais maintenant préciser les choses aussi également en ce qui concerne la stratégie de modélisation, donc pour aller faire vivre tout un tas d'hypothèses avec les variables mobilisées en conséquence. Donc juste préciser en amont qu'on a décidé d'utiliser une famille de modèles assez particulières que sont les gammes, donc les modèles additifs généralisés, parce que nous suspectons donc des relations non linéaires, et c'est assez fréquent dans les systèmes biologiques, entre certaines variables et puis notre réponse, donc notre variable de réponse qui est censée être un proxy de la dynamique d'infestation de ce papillon. Donc je ne vais pas tout expliquer, j'ai fait une sélection un petit peu parcimonieuse des dégâts, des résultats que j'allais vous présenter. Donc, dans un premier temps, je vais expliciter les choses en ce qui concerne ce qu'on appelle le filtre sélectif qui nous permet d'aller dénicher donc, la meilleure étendue spatiale. Ensuite, je vais vous présenter un partitionnement hiérarchisé, donc ce qui me permettra de répondre aux enjeux que j'ai soulevés précédemment, mais qui consiste à savoir quels sont les prédicteurs les plus impactants pour comprendre la dynamique d'infestation. Et aussi jeter un coup d'œil du côté des effets partiels, donc du lien entre certaines variables et puis évidemment notre réponse. Alors, pour l'échelle d'effet, alors qu'est-ce que c'est l'échelle d'effet ? Eh bien, c'est tout simplement la fenêtre spatiale optimale pour décrire donc, un phénomène biologique, donc, qui est ici la dynamique d'infestation de Chilosaccharis vagus. Là, pour aller la pister, cette meilleure étendue spatiale, on a 3 variables paysagères qui ont donc été calculées, 7 étendues qui correspondent aux buffers circulaires de 100 à 400 mètres qui ont été donc projetés depuis nos stations. On fait tourner plusieurs modèles dans lesquels les autres paramètres, les autres variables restent constants. Et puis, on se rend compte, donc, au regard des résultats que je vous présente, que la meilleure étendue spatiale se situe aux alentours de 250 mètres. Et donc, d'après ce critère informationnel, ici, l'AICC, oui, donc c'est la meilleure étendue spatiale. Donc c'est assez concordant avec la littérature, puisque ce papillon n'a pas une grande capacité de dispersion, il a plutôt tendance à être sédentaire, ce qui est d'ailleurs d'un point de vue évolutif assez logique, étant donné qu'il évolue dans une très grande matrice cannière ici à l'île de la Réunion, il n'a pas besoin de se déplacer outre mesure. Alors ensuite, pour comprendre donc, la dynamique d'infestation donc, de ce papillon au regard des paramètres que nous avons mobilisés, nous avons réalisé donc, un partitionnement hiérarchisé de la déviance expliquée. Et là, en fait, nos réponses ont été agrégées par blocs thématiques. Et vous apercevez en bas, donc à gauche sur le graphique, qu'il y a 2 thématiques de variables qui sont absolument prédominantes pour statuer sur le déterminisme donc, des dégâts engendrés par le papillon. C'est la météo, et donc en particulier donc, bio-8, et puis également les pratiques agronomiques, et le contexte paysager, mais sur lequel je ne m'appesantirai pas parce que ça devient assez compliqué à expliquer après en termes de mécanismes associés. J'ai voulu rester assez simple. Et du coup, ça traduit aussi également ces résultats, donc l'importance d'une approche multi-échelle pour aller cerner un phénomène biologique. Il convient aussi de noter que les communautés d'ennemis naturels ne se ressortent absolument pas. Nous n'avons pas réussi à capter de signal quant à notre dynamique d'infestation. Donc, ici, je vous propose de décomposer l'effet plus complexe qu'attendu de notre température donc sur la dynamique d'infestation.
Alors, à noter que la température est étroitement liée à l'altitude et que donc, en fait, l'évolution de ce paramètre-là nous fait bouger dans l'espace. C'est-à-dire que plus il fait chaud, plus on se rapproche du littoral. J'ai mis la petite carte en bas à droite pour le rappeler et mieux visualiser. Donc, on va décomposer. On a une relation complexe, non linéaire, avec deux maxima locaux. Et tout d'abord, donc, pour le premier point, on confirme une préférence côtière, hein, donc, qui avait déjà été notée donc, dans la littérature, avec cependant, dans un deuxième temps, une chute absolument drastique, hein, des dégâts à mesure qu'on s'approche du littoral. Et on pense en fait qu'il s'agit d'un autre cofacteur qui est lié à la température et a été capturé donc, par ce paramètre. Ça pourrait être de la régulation biologique donc, qui intervient à ce niveau. Et à noter aussi également donc, un second maximum local pour 21 degrés environ en termes de température, qui est un peu surprenant. Et donc, ce qui signifie que là aussi, avec la température et le gradient altitudinal, on va aller aussi, comment dirais-je, capturer des effets d'autres cofacteurs. Et ici, on envisage que ce soit lié à l'évolution donc, dans le paysage variétal, avec une variété plus susceptible pour les attaques, ce qui contrecarre l'effet négatif attendu de températures plus basses, notamment sur le développement des larves, ce genre de choses. Puisque la température, comme je le disais, pour des organismes à sang froid est un élément absolument moteur pour leur cycle de développement. On peut aussi envisager qu'il y ait des variants phénotypiques, voire même carrément des sous-populations donc génétiquement différenciées. Alors, ici aussi, donc, insister un petit peu sur les résultats obtenus individuellement par ces deux paramètres agronomiques, que sont l'indice de fréquence de traitement et l'apport en fertilisant. Là aussi, je vais décomposer cette forme U-shaped qu'on a obtenue pour l'indice de fréquence de traitement avec, dans un premier temps, plus vous traitez en herbicide, plus ça conduit à une réduction en termes d'abondance d'adventices qui permettait de constituer un micro-habitat donc favorable pour les prédateurs. Et donc ces derniers vont aller se déplacer davantage vers ce qui n'a pas été atteint par ces traitements et donc vont éventuellement aller réguler le papillon. Donc c'est un effet en fait de concentration des prédateurs après avoir traité dans la parcelle, en particulier dans les interrangs. Dans un deuxième temps, c'est un autre effet. Donc cette fois-ci, vraiment quand on traite énormément, on va engendrer une dynamique très positive sur les infestations. Là, on pense principalement qu'il y a des effets sublétaux ou létaux des herbicides sur les prédateurs. Et dans un deuxième temps, donc analyser alors un effet plus univoque de l'apport en fertilisant sur la dynamique infestante. On voit une relation positive. Et ça, c'est également très intéressant, puisque là, ça nous permet de rebondir sur le corpus de ce qu'on appelle le plan de vigueur hypothesis, c'est-à-dire que plus on améliore le statut nutritionnel de la canne en fertilisant, plus on va vulnérabiliser les tissus qui seront plus palatables, plus riches en nitrogène, et donc favorables pour les larves qui vont se régaler. Et puis également, évidemment, c'est anticholinéaire, mais ça engendre une diminution des mécanismes de défense, puisque la plante est dans une situation assez confortable, où elle n'est pas confrontée à des facteurs limitants, il y a moins de protéines de structure, ce genre de choses. Donc c'est également favorable pour le papillon, et il y a aussi des histoires d'écologie chimique, puisque une plante qui est très fertilisée va émettre des composés volatiles auxquels ce papillon est sensible. Alors, je vais maintenant conclure et rappeler les points principaux donc, des résultats que nous avons obtenus. Premièrement, donc, la fenêtre spatiale optimale pour décrire la dynamique d'infestation se trouve à 250 mètres. Ensuite, dans un second temps, j'ai montré qu'il y avait deux thématiques de variables absolument essentielles donc, pour comprendre le déterminisme des dégâts dans nos champs de canne à sucre, que sont donc la météo, et donc Bio8, et puis tout ce qui est pratique agronomique. Et j'insiste un petit peu là-dessus, mais c'est très intéressant les résultats que nous avons obtenus d'un point de vue agronomique, puisque ça ouvre éventuellement la voie à des mesures prophylactiques, donc en amont, en termes d'usage d'intrants, et puis c'est absolument pilotable à l'échelle de la parcelle. Donc diminuer un petit peu
tout ce qui est traitement en herbicides, également aussi rationaliser les apports en fertilisants peuvent conduire à une baisse en termes de dynamique d'infestation. Et je rebondis maintenant sur une des limites que j'ai évoquées avec l'absence de signal en ce qui concerne les auxiliaires. Alors, il y a différentes raisons. D'abord, c'est la nature vraiment très synthétique de la métrique qu'on a construite, avec éventuellement des organismes très différents qu'on a brassés au sein d'une espèce de grande boîte un peu abstraite, mais et aussi également des effets confondants. Comme je l'expliquais, par exemple, la météo, qui est un prédicteur assez puissant dans le modèle, a pu capturer quelque chose de l'ordre des interactions biotiques, et aussi également des effets indirects et des effets cascadants. Et ça, du coup, c'est l'axe 2 que je suis en train de développer, qui consiste donc à aller explorer des facettes plus complexes de nos communautés d'arthropodes, et en plus en les réinsérant avec d'autres compartiments trophiques tels que les détritivores ou les pollinisateurs, etc. Donc on se dirige vers une approche un peu systémique avec des modèles d'équations structuraux pour essayer d'aller répondre à cette question de la régulation naturelle de notre papillon. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Y a-t-il des questions? J'ai une question, la première, enfin deux questions. La première, pourquoi la petite île? Et sur ce territoire, combien exactement de terrain vous avez suivi de manière assez régulière? Est-ce que vous faites notamment une analyse là, par rapport à l'apport en fertilisant et en différents produits pour voir l'impact justement? Donc c'était avec les agriculteurs, vous avez un suivi directement avec eux? Alors oui, donc petite île, tout simplement parce que c'est à proximité du laboratoire, donc d'un point de vue logistique et pour la mise en place de cette très grosse campagne d'échantillonnage, c'était quand même plus simple. Ensuite, par rapport aux paramètres agronomiques, donc il y a eu des enquêtes qui ont été menées auprès des planteurs canniers pour aller donc effectivement chercher ces paramètres très intéressants à l'échelle de la parcelle. Par rapport au volume de données, il est un peu variable parce qu'on peut avoir des pertes, mais on est à 16 parcelles et sur chaque parcelle, on a 2 points, 2 stations d'échantillonnage. Du coup, c'est reproductible à l'échelle du territoire, cette dynamique pour le coup, avec ce ravageur, ou est-ce que c'est spécifique sur le sud? Alors alors c'est vrai qu'on est peut-être très inféodé à un gradient d'altitude très précis. On a commencé à latéraliser un petit peu l'échantillonnage des dégâts et on met à l'épreuve le modèle, là ici, en tout cas ses capacités prédictives, et ça fonctionne plutôt bien. Mais après, à l'échelle de l'île, là, je pense que c'est une autre paire de manches. Effectivement, je ne sais pas si on pourra aller jusqu'à des prédictions, ou alors il faudra analyser, à mon avis, les erreurs qu'on obtient sur le modèle et essayer de comprendre les paramètres qui sont à l'œuvre et qui expliquent que là, nous, le modèle, en l'état, ne fonctionne pas pour certaines zones de l'île. Donc c'est un exercice de cross-validation et puis après de vérité terrain aussi également. Merci. Pas d'autres questions? Bon, très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer tout de suite à la présentation suivante. J'appelle Monsieur Olivier Galéa.